remercier d'avoir consacré beaucoup de temps pour cette conférence. Et sachez que Madame Batelin, que vous allez voir tout à l'heure, sera également demain parmi nous, puisqu'elle sera la marraine de cette première édition des Foulées Roses. Donc merci aussi pour ça, Madame Batelin. Voilà, je vais pas... Alors, professeur Carole Matenin, votre conférence donc se déroulera en deux parties. D'abord, la prévention des risques pour les femmes qui n'ont pas de cancer du sein et qui veulent s'en prévenir. Et d'autre part, le dépistage qui est à commencer tôt, très tôt, et aussi à finir très tard, ce qu'on ne fait pas généralement, au-delà de 74 ans, parce que sur les 12 000 décès annuels par cancer du sein en France, 40% concernent des femmes âgées de plus de 74 ans et ce pourcentage ne cessera d'augmenter en raison du vieillissement de la population. Il y a dans l'Assemblée plein de patientes et je vous remercie d'être là. Il y a vos conjoints et ça me touche toujours quand les maris sont avec. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une conférence où on va parler, parce qu'on se connaît tous. Donc vraiment, il faut que la parole circule, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à intervenir. Quand j'ai commencé avec M. Janser, on avait 25 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année. Et puis ça a progressé, de plus en plus, on en a eu jusqu'à 53 000. Et à un moment donné, on a vu arriver une baisse. On s'est dit, chouette, ça marche, il y a quelque chose qui fonctionne. Et malheureusement, ça a été une baisse très transitoire. Et les cancers réaugmentent. Et actuellement, on est à 57 000. On sera probablement à 60 000 l'an prochain. Donc vous voyez, il y a 30 ans, 25 000, maintenant presque 60 000. Alors, est-ce que le cancer du sein existe chez l'homme? La réponse est oui, vous le savez. Il y a quelques cas chaque année de cancer du sein chez l'homme. Et en gros, on a 500 cancers du sein chaque année pour 50 000 cancers du sein chez la femme, donc 1%. Donc oui, ça existe. Si un monsieur sent un petit nodule, un écoulement, il faut venir en consultation. Et vous voyez ici sur cette courbe, l'âge moyen du cancer du sein en France, c'est 61 ans. En sachant que entre 50 et 74 ans, vous aurez la majorité des cancers, c'est-à-dire 60%. Avant 50 ans, à peu près 25%. Et au-delà de 74 ans, encore 15%. C'est-à-dire que le cancer du sein ne s'arrête pas avec l'arrêt du dépistage à 74 ans. C'est quelque chose dont on va reparler dans la conférence. Alors, on va essayer de parler de trois choses. La chose que je développerai le plus, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire, c'est toutes les actions que vous pouvez faire pour éviter l'apparition du cancer du sein. On parlera beaucoup moins, mais j'en dirai quand même quelques mots de la prévention secondaire, qui consiste à diagnostiquer un cancer le plus petit possible, quand le cancer est déjà là. Et la prévention tertiaire, c'est ce qu'on va faire quand un cancer a été traité pour éviter qu'il récidive. Alors, on va les passer en revue. La première chose, et vous ne l'avez peut-être pas dit, en tous les cas je ne l'ai pas entendu, c'est l'obésité. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y a un lien qui est tout à fait établi entre l'obésité ou le surpoids et le problème du cancer du sein, et que l'obésité exerce un risque majeur après la ménopause. Donc plus vous prenez du poids après votre ménopause, moins c'est bon pour votre sein. Donc c'est le premier facteur de risque. Le deuxième, c'est l'inactivité physique, c'est d'ailleurs corrélé. Et il a été démontré que plus on bouge et mieux c'est pour son sein. Ça marche qu'on soit maigre ou qu'on soit obèse. C'est une activité physique qu'il faut faire de manière quotidienne. C'est beaucoup mieux de bouger tous les jours que bouger le week-end. Et ce qui est conseillé, c'est ce que je vous ai montré là, 30 minutes d'activité physique en plus de vos activités quotidiennes. Si vous bossez à fond dans la journée, vous courez à droite à gauche aux archives, je pense à Claudia, ça ne va pas compter. C'est de l'activité que vous allez faire le soir, relax, quand vous sécrétez des hormones du plaisir, des endorphines, et c'est celle-ci qu'il faut. Et vous emmenez vos conjoints parce que ça réduit les risques de cancer du côlon chez l'homme. Donc 30 minutes d'activité physique tous les jours. Autre point, et ça je suis contente que vous l'ayez dit, je l'ai entendu partout dans les rangs, l'alcool, c'est souvent pas connu, on sait que c'est un toxique pour le foie, etc. On ne sait pas que ça agit au niveau du sein, mais oui, il y a une augmentation des risques de cancer du sein en fonction du nombre de verres d'alcool consommés chaque journée.
Et il faut savoir que tous les modes de consommation d'alcool sont néfastes. On boive de façon régulière, de manière irrégulière, parfois beaucoup, parfois un peu. Eh bien, tout ça va jouer. Donc, le mieux, c'est 0 verre. Et si on regarde, on reprend nos chiffres. Tout à l'heure, on a dit à peu près 12 000 décès par cancer du sein. Si le traitement de l'obésité, du surpoids nous épargne 500 décès, c'est ce qu'on a calculé, la diminution de la consommation d'alcool, 1000 décès en moins par cancer du sein, et traiter cette inactivité physique, on gagne encore 1000 décès. Eh bien, vous voyez, 2500 décès, c'est énorme sur nos 12 000, c'est quasiment 20%. Donc des tout petits moyens peuvent vraiment sauver des vies. Alors, autre chose qu'on a pu démontrer, c'est la consommation de fibres. Vous savez que plus vous prenez des fibres dans les aliments, plus vous éliminez des toxines. Et on a démontré qu'il y avait une relation linéaire entre la consommation de fibres et le cancer du sein. Et on est ici en France, en Alsace notamment, en carence en fibres. Donc il est conseillé de rajouter du pain au son, voilà, pas mal de légumes, des choses comme ça, pour diminuer son risque. Et les Pays-Bas sont en train d'agir sur ces 4 facteurs de risque: consommation d'alcool, inactivité, obésité et consommation de fibres. Et ils sont en train de réduire leur risque de cancer du sein de façon réelle au niveau de leur population. Ils épargnent 25% des cancers du sein attendus. Donc ce sont des petits moyens et je crois que ça vaut le coup de le faire. Autre chose, c'est la vitamine D. Vous savez qu'il y a plus de cancers du sein dans le nord de la France que dans le sud. Et on s'est interrogé pourquoi c'est comme ça. Et une des causes, c'est le soleil. Il y a évidemment plus de soleil dans le sud que dans le nord. C'est en train de changer. Sauf en ce moment. Et qu'est-ce qui est bien justement avec l'ensoleillement, c'est que ça va vous permettre de convertir une provitamine D en vitamine D. Donc si vous vous exposez au soleil, il faut le faire raisonnablement, pas à midi, il ne faut pas attraper un mélanome. Trop de soleil, ça donne des rides, c'est pas terrible. Mais si vous exposez raisonnablement à 4 heures de l'après-midi, en mettant vos bras et vos jambes au soleil, eh bien vous réduirez votre risque. Et si jamais il n'y a pas de soleil, on peut avoir une alimentation riche en vitamine D, ou bien on peut prendre des ampoules de vitamine D, c'est aussi une façon de faire. Donc pensez à ce taux de vitamine D. Et l'hiver, n'hésitez pas à prendre soit des ampoules, soit pour les plus courageux, l'huile de foie de morue. Et autre chose, on va bientôt arriver au 7, mais là c'est le 6e, vous ne l'avez pas évoqué, c'est le sommeil. Plus on dort bien, moins on fait de cancer du sein. Et vous voyez, par exemple, on a fait une méta-analyse avec 10 grandes études qui ont montré une diminution de risque quand même importante, de 38 à 72% chez les grosses dormeuses. Alors on va juste réfléchir un peu, si j'ai le droit de leur poser une question, comme ça, pour les stimuler, une question difficile. À votre avis, est-ce que vous comprenez comment ça peut marcher? Comment le fait de dormir peut protéger son sein? Il y a des hormones qui se sécrètent la nuit. Il y a des hormones qui sécrètent la nuit, c'est super, ça, je ne sais pas qui dit ça, mais c'est bien. Super. Et alors, c'est quelle hormone? Mais l'idée est très bonne, là, c'est juste. Je l'ai entendu. La mélatonine, c'est très très bien. C'est une hormone qu'on sécrète la nuit et qui est une hormone protectrice. Et enfin, notre tout dernier point, dans le mode de vie, c'est le régime. Alors, on a testé tout un tas de régimes. Le régime sans lait, par exemple, le régime sans viande, le régime sans poisson, le régime avec du jeûne. Il y a des gens qui ont essayé de ne pas manger pendant 2 jours, en disant ça va peut-être affamer des cellules cancéreuses et j'irai peut-être beaucoup mieux. En fait, non, le seul régime qui a prouvé son efficacité en termes de réduction de risque de cancer du sein, c'est le régime méditerranéen. Je suis désolée pour l'Alsace, c'est pas la choucroute. Et si vous regardez un petit peu les études qui ont été faites, vous voyez des inclusions de 60 000 femmes qu'on suit pendant 20 ans, donc c'est énorme. On a tout testé et finalement, le meilleur, c'est le régime méditerranéen. Et ce qui est très important, c'est que ça réduit même les risques de cancer agressif qu'on appelle les cancers triple négatifs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a différents types de cancers.
mais le triple négatif, celui qui est le plus compliqué à traiter pour nous, et même celui-ci est réduit avec un bon équilibre alimentaire. Mais il va y avoir une grande étude en Alsace où on va pouvoir doser un certain nombre de polluants et de pesticides dans l'environnement des tumeurs. Parce que vous savez, quand vous êtes opéré d'un cancer du sein, on vous propose toujours qu'on puisse conserver une petite partie de la tumeur, c'est congelé, c'est à du moins 80. Et avec votre consentement, si vous en êtes d'accord, donc on vous fait un courrier à la maison en disant on a le projet, par exemple, de doser 10 polluants. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le fasse? On prend une très petite partie de la tumeur, on conserve le reste, bien sûr. Et ce projet-là va débuter et je pense qu'on aura des pistes d'explication de certains cancers du sein qu'on n'explique pas chez des gens qui ont tout bien fait, qui n'ont personne dans la famille qui a fait un cancer du sein, qui sont minces, qui font du sport, qui mangent bien, qui ne fument pas, qui ne sont pas obèses, et boum, le cancer arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je pense que c'est à nous de nous mobiliser, c'est à la Ligue de se mobiliser pour essayer de comprendre des choses qui sont vraiment tout à fait injustes pour le moment. On a vu le mode de vie, maintenant nos hormones nous jouent des tours aussi. Alors, au niveau de nos hormones, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on fait une grossesse tôt, on est plutôt protégé du cancer du sein. Et vous allez me dire, tôt, c'est quoi? Alors, je vous dis, c'est avant 25 ans. Ce qui fait que c'est difficile pour une femme maintenant, en 2018, de faire une grossesse avant 25 ans. Les filles font des études qui sont longues et la barrière maintenant pour le premier bébé en moyenne, c'est 30 ans. Donc, il y a peu de gens qui ont ces grossesses maintenant relativement précoces. Autre chose, c'est que l'allaitement diminue le risque de cancer du sein, mais de façon très modeste. Il faut allaiter 1 an pour avoir 4% de réduction de risque, ce qui est fort complexe. Et puis, il y a des choses qui augmentent le risque, le fait de ne pas avoir fait de grossesse du tout, ou faire des grossesses très très tardives, c'est pas très bon pour le sein. Autre chose qui concerne toujours nos hormones, c'est la contraception orale. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que la pilule est en cause? Elle n'est pas en cause en cancer du sein. Alors je vais vous montrer l'expertise du Centre international de recherche sur le cancer, qui a été actualisée en 2012, et qui montre que oui, la pilule œstroprogestative entraîne un tout petit risque de cancer du sein chez celles qui l'utilisent de façon prolongée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le risque revient à la normale 10 ans après l'arrêt de la pilule. C'est-à-dire que si vous avez pris une pilule entre 20 ans et 30 ans, et que vous avez maintenant 50 ans, et vous arrive un cancer du sein, ce n'est plus la pilule qui est en cause, le risque a été éliminé. Mais par contre, si vous êtes assez proche de l'arrêt, ça peut être une piste évoquée, mais en sachant que le risque est très réduit et que par ailleurs, la pilule a bien sûr beaucoup d'avantages en termes de réduction des risques de grossesse, de diminution des risques de cancer d'ovaire ou de l'endomètre. Autre petit point, c'est les traitements hormonaux de la ménopause. On s'est longtemps posé des questions, est-ce qu'ils sont bénéfiques, est-ce qu'il faut en prendre, est-ce qu'il ne faut pas en prendre, est-ce que ça augmente mon risque? Alors là aussi, je vous ai mis une expertise qui montre que oui, ces traitements augmentent légèrement le risque de cancer du sein lorsqu'ils sont pris de façon prolongée avec des doses élevées. Donc si une dame a besoin d'un traitement hormonal de substitution, si elle n'a pas de cancer du sein, oui, elle peut en prendre un, mais ce qu'on lui conseille, c'est de prendre des doses faibles et puis plutôt essayer de s'arrêter au bout de 5 ans. Plus de prescription de 20 ans et plus. Et dernier petit point, c'est ce qu'on appelle le risque génétique. Vous savez qu'il y a des familles où la maman, la tante, la sœur, la cousine ont eu un cancer du sein. Et dans ces cas-là, c'est pas l'environnement, c'est pas l'obésité, c'est pas le régime alimentaire, c'est ce qu'on a dans les gènes. Souvent, la première idée des dames qui viennent en consulte, c'est de me dire c'est sûrement mes gènes qui m'ont donné le cancer. Ben non, c'est retrouvé que dans 5 à 10%. Et ces cancers, ils ont des particularités, ces cancers génétiques. Ils surviennent beaucoup plus tôt que les autres. On a dit tout à l'heure, le cancer classique, c'est 61 ans. Le cancer génétique, c'est 30-40 ans. Ils touchent souvent les deux seins, sein droit, quelques mois plus tard le gauche. Ils peuvent être associés à des cancers de l'ovaire. Et c'est dans ces familles-là qu'on a souvent des cancers du sein chez l'homme. Donc on les identifie assez facilement. Ils ne ressemblent pas aux autres cancers. Et là, on a des choses à faire quand on a une famille à risque génétique. C'est essayer de trouver le gène en cause. Donc on fait une prise de sang
Ça ne se fait pas dans n'importe quel laboratoire, hein, c'est dans des laboratoires de génétique. Et depuis quelques semaines maintenant, la France nous autorise à tester 13 gènes. Jusqu'à maintenant, avec M. Janser ou M. Simon Schraub, on ne pouvait doser que 2 gènes. Ensuite, on a attendu très longtemps pour doser le 3e. Et puis maintenant, on a fait un grand pas en avant, on en dose 13. Donc on arrive à mieux identifier ces risques génétiques. Et quand une patiente a un risque génétique, on a 2 options. Soit on la surveille, mais à ce moment-là, tous les ans. Il faut venir voir votre médecin tous les ans, voir votre radiologue tous les ans. Ou bien on décide de faire quelque chose d'assez agressif, à savoir une mammectomie bilatérale avec une reconstruction des seins. Donc c'est très lourd, on pèse avec beaucoup de difficultés le pour et le contre. On laisse toujours passer pas mal de temps pour que les gens réfléchissent bien à ça. Ils doivent voir un psychologue aussi, un oncopsychologue, et au bout du compte, il nous arrive de prendre cette décision-là. C'est ce qu'a fait Angelina Jolie dans son cas particulier, ce qu'on appelle maintenant le syndrome d'Angelina Jolie. Mais il faut faire ça que s'il y a un risque. Il ne faut pas faire des mammectomies s'il n'y a pas de risque. Là, il y a de très très grosses questions actuellement sur ces tests génétiques à faire chez les mineurs. Et on a même la situation où les familles porteuses de BRCA1 nous demandent en début de grossesse de faire un test chez l'embryon, ce que nous ne faisons pas. Mais nous en avons des demandes. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire pour la prévention primaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la maladie n'apparaisse pas? On a tout vu, hein, le mode de vie, nos hormones, la génétique. Et on va passer maintenant à un sujet qui préoccupe beaucoup la Ligue, hein, qui est celui du dépistage des cancers du sein.